Bonjour les amis, j'ai la joie de vous retrouver dans cet épisode dans lequel je vais vous parler du magnésium. Alors je ne vous cache pas que j'ai une petite sensation de déjà-vu parce que à cause de problèmes techniques, c'est la troisième fois que je vous enregistre cet épisode. Donc je vais essayer de ne pas passer à l'as certaines informations parce que je les ai déjà dites aujourd'hui. Mais bon, c'est pas grave, je suis quand même contente d'être là. C'est juste que du coup, je filme quand il fait nuit. On est en hiver et le soleil s'est déjà couché. Donc vous me ferez un petit commentaire pour me dire si pour celles et ceux qui ont la vidéo, si c'est pas trop sombre et si ça le fait. Voilà. Alors ce magnésium, justement, quand on a des niveaux de stress élevés, quand on est agacé, quand on est un peu sur les nerfs, on est sur le minéral qui va nous aider. Donc il tombe à pic. C'est peut-être ça la leçon que je devais bien retenir, c'était de vous rappeler ça en fait, de penser au magnésium dans ces situations. J'ai eu beaucoup de questions sur le magnésium, notamment sur quel dosage prendre, quand le prendre, quelle forme prendre. Et pour moi, cette question sur la forme, elle est fondamentale parce que clairement, au niveau du magnésium que vous prenez, ce qui compte le plus, c'est comment vous allez l'absorber, comment vous allez donc aussi le tolérer au niveau digestif, et puis quelle action vous recherchez. Parce que selon la forme que vous choisissez, ben, vous allez peut-être plus agir sur le système nerveux, ou sur le système musculaire, ou sur l'équilibre acido-basique, ou sur l'énergie cellulaire aussi. Donc on va voir ça ensemble, on va voir d'ailleurs beaucoup de choses. Je vais vous parler d'abord des rôles du magnésium et de là où le trouver sous forme alimentaire. Je vais vous parler des signes de déficit et de carence. On va voir quels sont les cofacteurs qui permettent une meilleure assimilation du magnésium. Et à l'inverse, on va voir qu'est-ce qui crée sa surconsommation, voire ce qui inhibe son assimilation. Et puis on verra quels sont les meilleurs suppléments, les meilleures formes, avec mes conseils spécifiques pour bien les prendre. Alors, au niveau des rôles et bienfaits du magnésium, si je devais vous dire ça en quelques secondes ou moins d'une minute, je dirais déjà que le magnésium, c'est le roi des minéraux. C'est un petit peu comme la vitamine D, qui est la vitamine incroyable qu'on associe presque à une hormone, comme je vous disais hier, ou comme le foie, qui est le chef d'orchestre, parce qu'il gère plus de 500 fonctions dans le corps au niveau des organes, c'est quand même un peu lui le boss. Ben, là, c'est pareil. Ce magnésium, il va gérer 300 réactions métaboliques dans l'organisme et il va être bénéfique pour tous les systèmes. Système musculaire, nerveux, hormonal, immunitaire, cardiovasculaire. Il va jouer des rôles fondamentaux à la fois dans la structure du corps mais aussi dans ses fonctions. Et on sait que c'est le minéral roi pour gérer notre stress et pour moduler les processus inflammatoires. Ça, c'est pour, en bref, à quoi ça sert. Maintenant, je vais quand même aller plus loin pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui n'ont pas envie d'avoir les détails. Allez vous faire un petit thé ou un petit chocolat chaud et vous revenez dans 5 minutes, ok? Alors pour aller un peu plus loin, je dirais que ça se passe en 3 fonctions spécifiques. Le premier, c'est un rôle qui est structurel. Parce que le magnésium va permettre la formation de l'os, donc il permet de lutter contre l'ostéoporose aussi, et il fait partie des membranes de toutes nos cellules. Donc ça, c'est ce qui fait qu'il contribue à la structure. Ensuite, il va avoir un rôle de catalyseur. Ça veut dire qu'il va agir comme une petite clé qui va activer tout un processus biochimique, plein de réactions qui vont à la fois permettre de produire de l'énergie. Par exemple, si vous avez déjà entendu ces notions, on parle de ce fameux cycle de Krebs qui se passe au niveau de nos cellules. Dans ce cycle-là, en fait, on va avoir le magnésium qui va activer les vitamines du groupe B et ensemble, avec plein d'autres facteurs, cofacteurs, ça va créer de l'énergie, ce qu'on appelle de l'ATP ou de l'adénosine triphosphate. En fait, c'est notre essence et c'est ce que produit nos cellules. Et le magnésium joue un rôle fondamental. C'est pourquoi, dès que vous êtes fatigué, il faut penser en fait à ces vitamines du groupe B et au magnésium, parce qu'il est possible que cette production énergétique ne se fasse pas correctement. Et clairement, sans magnésium, ou si on n'en a pas assez, ça ne fonctionne pas comme il faut. Ensuite, il va aussi jouer dans ce rôle de catalyseur un rôle fondamental pour créer des protéines. Il ne faut pas oublier que toutes nos structures, que tout ce qu'il y a dans notre corps, nos hormones, nos cheveux, nos poils, notre peau, tout en fait, c'est des protéines. Donc il va jouer ce rôle de catalyseur pour les fabriquer. Il va aussi favoriser la défense contre les radicaux libres, c'est-à-dire ce qui nous oxyde, il nous fait vieillir. Il va permettre de fixer certains minéraux comme le calcium, le potassium, la vitamine C ou le phosphore. Et c'est aussi un élément essentiel, il fait partie des éléments essentiels pour créer, pour synthétiser des hormones thyroïdiennes. Ensuite, au niveau du troisième rôle ou pilier majeur, c'est une action sur le système neuromusculaire. Alors tout d'abord, le magnésium, c'est la potion magique de votre système nerveux. Donc quand il y a de l'anxiété, du stress, de la nervosité, votre système nerveux en fait va pomper du magnésium en grande quantité et c'est pourquoi si vous en manquez, vous avez tendance à être plus anxieux, plus stressé. C'est aussi lui, le magnésium, qui va induire le relâchement musculaire.
Donc il est nécessaire pour le système cardiovasculaire, pour le cœur. On sait d'ailleurs qu'il est important pour lutter contre l'hypertension artérielle. Et il va donc aussi être important pour les sportifs, pour ceux qui utilisent beaucoup leurs muscles. Et si on donne des exemples un petit peu plus concrets qui vont peut-être vous parler par rapport à vos situations personnelles, on sait que le magnésium contribue aussi à favoriser la fluidité sanguine, donc sa circulation, parce qu'il va jouer une action aussi de relâchement sur les vaisseaux sanguins. Donc quand on a suffisamment de magnésium, la circulation se fait mieux. Il prévient les excès de graisse circulante, il nous protège contre les méfaits de l'alcool et des métaux lourds. Il est aussi important dans la synthèse de neurotransmetteurs, notamment la dopamine, ce neurotransmetteur qui nous donne l'énergie le matin au réveil. Et il va contribuer à diminuer les taux de cortisol et aussi à avoir un meilleur sommeil, notamment en permettant d'avoir une plus longue durée, une meilleure qualité de la phase profonde du sommeil. Voilà, donc pour ceux qui se sont fait un thé ou un chocolat chaud, vous pouvez revenir. Je continue avec les sources alimentaires de magnésium. Donc je vais vous les dire par ordre décroissant, c'est-à-dire du plus riche au moins riche, et n'oubliez pas de penser en termes de quantité journalière. Parce que par exemple, l'un des aliments qui est le plus riche en magnésium, c'est l'ortie. Maintenant, l'ortie, c'est rare que vous vous en fassiez 200 grammes par jour. Donc en tisane, pourquoi pas des soupes d'ortie, ça oui, mais en tout cas, l'ortie en est très riche. Vous avez le cacao en poudre également, le sarrasin, tous les oléagineux, et c'est là que vous vous dites que quand vous avez écouté le podcast sur les oxalates ou les antinutriments, on se dit aïe aïe aïe, mais bon, allez écouter ces épisodes pour remettre de l'ordre dans les idées et trouver la voie du milieu. Vous retrouvez du magnésium aussi dans les céréales germées, dont le germe de blé, encore et toujours ce super aliment dont je parle beaucoup, dans les légumineuses, dans le pollen, dans les algues, et notamment l'algue lithotane. Alors, c'est une algue qu'on trouvait beaucoup dans les laits végétaux, et je ne sais pas si c'est encore le cas. J'ai une espèce de flashback là, je vous disais hier que quand je vivais en Italie, je mangeais déjà sans produits laitiers, et je me souviens qu'il y avait beaucoup de laits végétaux avec cette algue dedans, mais je ne suis pas sûre de la voir encore. Bref, vous regarderez sur vos paquets, mais en tout cas, cette algue est très riche en magnésium. Et vous avez également les légumes verts. Il y a aussi, souvent les sources qui sont citées, c'est les eaux minérales. Alors c'est vrai, des études montrent que si vous prenez des eaux qui sont très riches en magnésium et que vous en buvez des petites quantités, mais régulièrement dans la journée, ça va aider à apporter un petit peu de magnésium. Maintenant, moi, avec cette formation que j'ai en naturo, j'ai tendance à plutôt conseiller de boire une eau déminéralisée parce que l'eau, elle est faite pour emporter. Elle va vous aider à vous détoxifier, détoxiner, à libérer, à nettoyer l'organisme. Donc on va apporter des choses avec les fruits et légumes, on va se minéraliser avec les fruits et légumes, avec notre alimentation, et on va emporter des choses, on va éliminer des choses avec l'eau. Donc, je vous le dis, pour les eaux minérales, mais pour ma part, ce n'est pas forcément ce que je conseille. Maintenant, au niveau des signes de déficit, alors ça, c'est ce qui va vous permettre de savoir est-ce que vous êtes concerné et est-ce que vous avez besoin de vous supplémenter. Il faut savoir qu'on considère qu'à peu près 80% de la population, voire plus, est carencée. Donc là, vous allez tout de suite pouvoir l'identifier. Et si jamais, vous pouvez aussi faire un dosage. Si vous faites un dosage en bilan sanguin, demandez un dosage du magnésium érythrocytaire. Ça permet de savoir si vous avez du magnésium dans les cellules. On se fiche du magnésium circulant. Nous, ce qui compte, c'est de savoir dans vos cellules, il y a combien de magnésium. C'est ça qui vous donnera un taux réel. Mais sinon, vous avez la clinique, c'est-à-dire l'étude des symptômes qui peut vous orienter. Donc, on a la rétention d'eau. Alors, c'est vrai que la rétention d'eau, c'est avant tout un terrain génétique, hormonal. On le voit, les femmes enceintes, quand on a nos menstruations, quand on est périménopausé ou ménopausé, on se rend compte parfois qu'il y a vraiment de la rétention d'eau, de la flotte. Oui, au moment de la ménopause ou de la périménopause, il y a un changement hormonal qui fait que on va avoir plus de métabolisation des graisses, un stockage un petit peu différent, plus dans le ventre. Mais concrètement, les femmes qui gonflent au niveau des bras, des jambes, très souvent, c'est de la flotte. D'accord ? Donc ça, c'est hormonal. Mais si vous manquez de magnésium et de protéines, il y a aussi des grands risques de rétention d'eau. Donc pensez-y l'été, et vous le verrez, j'ai beaucoup des élèves d'IGNutri ou des personnes que j'ai accompagnées qui ont vu des nettes améliorations, moi la première, parce que je suis concernée par la rétention d'eau, quand on se complémente en magnésium et qu'on mange suffisamment de protéines, ça va tout de suite mieux. Ensuite, en signe de déficit, on a bien sûr les tensions musculaires, les crampes, les paupières qui tremblent, bien connues, les fourmillements, les troubles de transit aussi. Vous allez avoir les migraines, les maux de tête, surtout quand c'est chronique.
Les syndromes prémenstruels d'ailleurs, où il y a des maux de tête, des migraines, de l'irritabilité, de la nervosité. On va aussi mettre les douleurs au niveau des seins quand on commence à avoir ces syndromes prémenstruels. Ça peut venir d'un manque de magnésium aussi. La fatigue générale, je vous le disais tout à l'heure, quand on est fatigué et que ça devient chronique, il faut se renseigner, il faut aller voir si c'est pas un manque de magnésium. On a aussi la perte d'appétit et les nausées, ça peut arriver. L'hypersensibilité, que ce soit au bruit, aux odeurs, cette sensation d'être un peu sentiment d'oppression, en fait, il y en a trop autour de vous, ça peut être ça. De la nervosité, des troubles du sommeil, de la perte de mémoire, c'est lié. Ça peut être lié en tout cas. Souvent, c'est multifactoriel, c'est rare que ce soit que le magnésium, mais dans ces cas-là, il faut y penser. Et quoi qu'il arrive, pour moi, s'il y a de la spasmophilie, du stress chronique, des insomnies, un épuisement ou une fatigue, qu'elle soit physique ou mentale, complémentez-vous. D'accord ? Ce qu'il faut en fait comprendre, et je pense que ce qui est important de savoir, c'est que quand votre organisme il est carencé en magnésium, vous avez moins d'énergie pour gérer le stress et donc vous êtes beaucoup plus réactif. Et ça va se manifester par différentes manières. Déjà, vos muscles se tendent davantage. Donc c'est ce qui peut donner des crampes, mais il faut aussi penser aux muscles du système digestif. C'est ce qui peut expliquer qu'on a le ventre tendu, qu'on ballonne, qu'on a des troubles du transit ou de l'aérophagie par exemple. On peut aussi, comme je disais tout à l'heure, avoir un effet sur les vaisseaux sanguins qui sont serrés. Donc on a les mains froides, on a le cœur qui s'accélère, on transpire, on peut avoir de l'anxiété qui monte. Alors bien sûr, par rapport aux mains froides ou aux pieds froids, ça peut aussi être lié à la thyroïde, au manque d'hormones thyroïdiennes, au fait qu'elles ne soient pas bien assimilées au niveau cellulaire. Si jamais j'ai fait 3 articles sur les problèmes thyroïdiens sur mon site, sur mon blog, et puis vous avez un podcast sur ce sujet. Mais de toute façon, les hormones thyroïdiennes sont impliquées dans le métabolisme énergétique, comme le magnésium. Et le magnésium a aussi en fait cet effet de contraction, parce que s'il n'est pas présent, il ne va pas aider à relâcher les muscles, il ne va pas aider à relâcher les vaisseaux pour que tout circule bien. Donc on peut avoir cette sensation de contraction en fait. Vous pouvez vraiment imaginer ça et tout ce que ça génère. Si vous me voyez en vidéo, là, il y a tout qui est serré. Donc à un moment donné, ça pète en fait. Et puis enfin, ce déficit peut aussi donner de manière chronique les problèmes de cou, de trapèze, de tension dans les épaules, dans le dos, ça peut être lié à ça. Idem pour les perturbations digestives et bien sûr d'anxiété ou d'insomnie. D'accord ? Pensez-y également pour toutes les personnes qui souffrent de fibromyalgie ou alors de fatigue chronique. Il faut se complémenter en magnésium, surtout la fibromyalgie où il y a tout le système neuromusculaire impliqué et la fatigue. Maintenant, si on s'intéresse aux carences, donc là la carence c'est vraiment déficit plus. Hein, vous êtes vraiment à la ramasse au niveau de vos taux en magnésium. Donc là ça peut donner des colopathies spasmodiques, donc douleur du ventre avec des spasmes, spasmes musculaires, convulsions, voire de la tétanie. On va avoir une baisse d'acuité visuelle, des palpitations, de l'hypertension. Et on peut aussi avoir, quand il y a des carences sévères, si vous êtes surexposé au bruit, c'est ce qui peut causer des pertes d'audition. C'est lié à une carence aussi en magnésium. Donc, en clair, si vous l'avez compris, on va éviter d'être carencé ou d'être en déficit. Donc souvent, le réflexe, quand on se dit ça, c'est qu'est-ce que je dois manger en plus grande quantité ou quel supplément je vais prendre. Moi, mon réflexe, c'est plutôt de se dire, déjà, qu'est-ce qui fait qu'on va surconsommer du magnésium ou qu'est-ce qui fait qu'on n'assimile pas assez ? Les inhibiteurs, en gros. Donc le tout premier, c'est le stress. Il va augmenter les pertes urinaires de magnésium et le problème, c'est que plus on perd du magnésium, plus on est stressé. On va aussi avoir l'excès de certains aliments, donc notamment les aliments qui sont très riches en phosphore, à commencer par les produits animaux, les œufs et les produits laitiers qui en sont très riches. Ça peut causer des problèmes au niveau de l'assimilation du magnésium. Pourquoi ? Parce qu'en fait, phosphore et magnésium ont les mêmes taxis, ont les mêmes transporteurs en fait, au niveau intestinal. Donc s'il y a trop de phosphore, c'est lui qui va gagner, c'est lui qui va prendre la priorité et notre magnésium va finir dans les selles. Donc c'est vraiment une question de balance et c'est pourquoi on dit souvent c'est un équilibre extrêmement complexe, la nutrition, et la meilleure manière d'éviter les problèmes, c'est d'observer la clinique. Par exemple, dans une Ginutri, il y a tout un cours sur la micronutrition, puisque le but c'est d'être complètement autonome. On va voir tous les déficits, qu'est-ce que ça veut dire, tous les signes, je veux dire tous les symptômes qu'on peut avoir, qu'est-ce que ça veut dire, à quelle carence ça peut nous faire penser, pour vraiment déjà, juste par l'observation de nos symptômes, comprendre là où ça pêche.
On va aussi en nutrition santé toujours penser à apporter un maximum de variété, parce que plus on varie, moins il y a d'excès en fait. Et donc on va éviter les régimes qui sont purs carnivores ou purs végétaliens, parce que ça demande des connaissances approfondies pour éviter justement ces problèmes de trop plein d'un côté et pas assez de l'autre. Donc voilà, c'est d'où ces recommandations. Au niveau de l'excès d'aliments, on va avoir l'alcool, la caféine aussi, qui favorise la fuite urinaire de magnésium. L'excès aussi de glucides raffinés, donc sucre raffiné, céréales raffinées, pain blanc, pâte blanche, etc., etc. Ça va augmenter les excrétions de chrome, de vitamine B, mais aussi de magnésium. Idem pour les graisses transformées. Si vous en consommez trop, ça va interférer avec le métabolisme des acides gras et ça augmente l'excrétion de magnésium. Une carence en vitamine D aussi va jouer un rôle parce que c'est elle qui permet entre autres une bonne assimilation du magnésium. Et puis on va avoir l'excès de sport, logique. Plus vous utilisez vos muscles, plus vous faites de sport, plus il va y avoir ces contractions, relâchements nécessaires et donc vous allez puiser dans vos réserves de magnésium. Et également le déséquilibre acido-basique. Alors ce déséquilibre acido-basique, c'est vraiment propre à la vision naturopathique. Il y a énormément de symptômes qui peuvent montrer que vous avez un déséquilibre acido-basique. Je crois que j'en ai fait un épisode de podcast dans le passé. Mais concrètement, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous mangez trop d'aliments acidifiants ou si vous buvez trop de café, au niveau des aliments, c'est trop de viande, trop de fromage, trop de céréales et pas assez d'aliments alcalinisants comme les fruits, les légumes, les graines germées, les herbes aromatiques, ben vous allez avoir un déséquilibre. Le problème, c'est qu'on a tendance à avoir plus un déséquilibre au niveau acidité qu'alcalinité. Et quand on est trop acide, et ben notre corps, puisque ce pH il est vital pour lui, il va aller chercher dans ses minéraux pour tamponner cette acidité. Et le magnésium en fait partie. Voilà, bonjour, au revoir, plus de magnésium, plus de calcium, on se déminéralise. Et le problème, c'est que plus on se déminéralise, plus on a un déséquilibre acido-basique. Vous voyez, donc c'est encore une fois le chien qui se mord la queue. D'où l'intérêt de vraiment être attentif à ce qui se passe dans votre corps et à ne pas prendre vos symptômes, vos ressentis à la légère, parce qu'ils sont toujours le signe qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et enfin, au niveau de ce qui peut être des inhibiteurs, au niveau de l'assimilation du magnésium, c'est les médicaments. On va avoir les antiacides, les inhibiteurs de pompe à protons, ce qui est anti-reflux, les antibiotiques également. On a les médicaments contre le diabète, les diurétiques thiazidiques. Alors je précise sur ces diurétiques-là parce que ce n'est pas les petites plantes diurétiques que vous prenez l'été qui vont vous poser un souci. Et la pilule contraceptive aussi. Donc si vous avez ces médicaments, pensez à vous complémenter en magnésium. Dans tous les cas de grossesse, de sport intensif, de problèmes allergiques, de calculs rénaux, de troubles au niveau cognitif, donc je pense au TDAH par exemple, qui est de plus en plus courant, de fibromyalgie, de migraine, de maux de tête chroniques ou encore de prise des médicaments que je disais précédemment, la supplémentation, elle est nécessaire. Voilà, de base. Pour moi, dans tous les cas, il y a 3 compléments qui sont fondamentaux. J'en parle dans une G-Starter et là, du coup, c'est pas pour rien que je vous parle de la vitamine D et du magnésium. On a la vitamine D, le magnésium et sur des terrains qui ne sont pas oxydés, c'est-à-dire que le stress est bien géré et où il n'y a pas trop d'exposition en fait, à ce qui est oxydant, on va avoir les oméga 3. Ça veut dire que si vous mangez assez d'antioxydants, que vous gérez votre stress, vous prenez du magnésium et de la vitamine D, on prend des oméga 3 déjà avec ces 3-là. Si la planète entière prenait ça, je pense qu'il y a pas mal de choses qui se passeraient un petit peu mieux au niveau santé. Ok ? Alors, maintenant voyons les suppléments, les formes, comment les prendre, à quoi ils servent. Ça, c'est vraiment une question qui est souvent posée. Donc, pour identifier les meilleures formes, il y a une classification. On parle de première, deuxième, troisième génération de magnésium. La troisième génération, c'est la meilleure biodisponibilité, la meilleure tolérance aussi digestive. Donc, l'une des formes qui est la plus connue d'ailleurs, c'est le bisglycinate. En fait, c'est un magnésium qui est lié à la glycine. Il est super bien absorbé et il est très bien toléré. Il va être intéressant surtout pour le sommeil, pour la relaxation, pour la gestion du stress, pour la récupération. Et voilà, c'est celui qui est souvent considéré comme la meilleure forme. En tout cas, pendant des années, ça a été le cas. Si on devait privilégier un moment de la journée pour le prendre, je dirais le soir. Parfois, il est associé à de la taurine, ce qui est intéressant parce qu'elle a un effet calmant. Mais chez certains, elle a un effet excitant. Donc vous voyez, il n'y a pas de règle. Voyez comment ça fonctionne chez vous. Maintenant, ce qu'il faut aussi savoir pour la prise de magnésium, c'est que là, je vous fais le focus sur ça pourrait être plus intéressant le soir, plus intéressant le matin, mais en réalité, si vous prenez
300 mg de magnésium, 400 mg de magnésium, il y a fort à parier que vous n'assimiliez que la moitié si vous le prenez en une prise. C'est pour ça que le magnésium, on conseille souvent de le fractionner. D'ailleurs, ça me fait penser au niveau des dosages. En général, pour les femmes, c'est 300-350 mg par jour. Pour les hommes, 400-450 mg. Sinon, vous pouvez faire un petit calcul. C'est pour un adulte 6 mg par kilo de poids par jour. Si vous êtes, vous avez une activité normale. Et pour les sportifs, vous pouvez monter à 8 mg par kilo par jour. Donc ça, c'est pour la dose. Et en général, donc, il faut fractionner pour une meilleure assimilation. Donc la question, c'est est-ce que vous prenez midi et soir ou est-ce que vous prenez matin-midi? Après, vous pouvez faire matin, midi et soir. Vous pouvez tester aussi et voir ce qui vous convient le mieux. Mais quoi qu'il arrive, fractionnez vos prises. Deuxième forme qui est très intéressante, c'est l'acétyltaurine. Donc là, on est sur un magnésium qui est lié à la taurine. Donc on a une super efficacité. Ça va bien rentrer au niveau cellulaire. Ça va passer la barrière hémato-encéphalique. Donc on sait que ça a un effet sur la fatigue cérébrale, sur les fonctions cérébrales. Et il va favoriser aussi il agit sur les neurotransmetteurs, notamment le GABA. Donc, on est sur une forme qui va vraiment agir sur l'anxiété, le stress, comme je disais, la fatigue cérébrale. Et puis, on sait qu'il agit aussi sur les syndromes prémenstruels. Mais moi, typiquement, c'est une forme à laquelle je pense quand il y a des burn-out. C'est celle que je privilégie. Pareil, matin et soir, matin, midi et soir. Dans ces cas-là, on en a besoin un petit peu tout le temps, que ce soit pour mieux reposer le cerveau ou pour être un petit peu plus calme durant la journée. Donc voilà, faites selon ce que vous ressentez et selon vos expériences. Ensuite, on a le glycérophosphate. Alors lui, en fait, il est connu pour son côté bien assimilé, bien sûr, mais aussi très bien toléré au niveau de l'intestin. Donc chez les personnes qui ont des intestins particulièrement fragiles, on peut penser à celui-ci. Pareil, fractionné, pas forcément de préférence pour le matin ou le soir. On va avoir le malate de magnésium aussi. Alors l'acide malique, c'est un composé hyper important dans ce fameux cycle de Krebs dont je parlais tout à l'heure. Donc là, on est sur une forme de magnésium qui va particulièrement agir sur le métabolisme énergétique et sur la fatigue. Donc vous êtes fatigué, vous avez besoin d'énergie, vous êtes sportif, il est aussi très bon pour le système musculaire. Donc si vous êtes sportif, que vous voulez augmenter vos performances musculaires ou mieux récupérer, le malate, c'est génial. Et donc, on va plus l'utiliser quand on utilise nos muscles, donc matin et midi, pour la fraction, moins le soir, moins intéressant. Après, il y a un autre magnésium dont on a parlé plus récemment, c'est le L-thréonate de magnésium. Alors lui, c'est la seule forme qui montre une augmentation significative des concentrations de magnésium au niveau cérébral. Lui aussi pénètre la barrière hémato-encéphalique. Il est génial pour les migraines, les maux de tête et le stress. Donc, selon en fait ce que vous préférez, est-ce que vous en avez besoin plus le matin ou le soir? Le soir, apparemment, il pourrait être intéressant pour les rêves. J'ai pas testé, mais alors si vous avez des retours, je suis preneuse. Mais voilà, cette forme est intéressante aussi, donc plus ciblée sur l'équilibre et la santé cognitive. Et enfin, toujours dans cette troisième génération de magnésium, on va avoir l'orotate de magnésium. Alors l'acide orotique, c'est un précurseur de l'ADN et de l'ARN. Et on sait que ce magnésium-là a une fonction spécifique sur le système cardiovasculaire. Donc en cas de problème à ce niveau-là, on peut penser à l'orotate. En tout cas, il aura vraiment un rôle préventif aussi sur cette sphère-là. Ensuite, on va avoir un magnésium intéressant de deuxième génération qui est le citrate de magnésium. Alors, selon les lectures que j'ai pu avoir, certains disent que c'est très bien assimilé, d'autres moins. Moi, je mettrais plutôt que sa biodisponibilité est peut-être un peu moindre par rapport à ceux que j'ai dit précédemment. Mais le citrate de magnésium est très intéressant pour les personnes qui ont un déséquilibre acido-basique. Typiquement, si votre naturo vous a dit qu'il y avait un problème à ce niveau-là, ou si vous êtes sportif et qu'il y a une tendance à cette acidité tissulaire, ça peut être intéressant de penser au citrate de magnésium. Peut-être pas seul, mais peut-être en variant, peut-être en faisant une cure de citrate, puis en faisant un autre, ou d'un jour à l'autre de varier les sources de magnésium. Et puis enfin, vous avez les magnésiums de première génération, comme le magnésium marin, qui est en fait très mal assimilé, et puis des sels inorganiques, en fait, comme l'oxyde de magnésium, l'hydroxyde, le carbonate ou encore le chlorure de magnésium, qui sont pas chers, mais qui sont en fait pas assimilés, voire laxatifs. Par exemple, il y a des cures de chlorure de magnésium qui sont là pour purger l'organisme.
qui sont chouettes pour lutter contre les états grippaux, mais qui fondamentalement, par rapport à vraiment l'assimilation au niveau cellulaire du magnésium, vous n'avez aucun effet. Donc, j'en reviens à ce que je disais au début du podcast. C'est vrai qu'il y a des magnésiums qui sont moins chers, mais la question c'est, est-ce qu'il vaut mieux pas mettre 40 € dans un magnésium qui va vraiment être bénéfique, qui va augmenter vos taux et qui va permettre au magnésium de passer et d'agir au niveau cellulaire, ou de mettre 15-20 balles pour quelque chose qui en fait ne sert pas à grand chose, d'accord? Et c'est tout le but de ce podcast aussi, c'est si vous mettez de l'argent, moi ça a toujours été ma philosophie, c'est je préfère payer un peu plus cher, c'est pas parce que c'est plus cher que c'est mieux, c'est sûr, mais en général je préfère payer un peu plus cher pour me renseigner, pour avoir accès aux bonnes informations, et puis pour mettre mon argent là où ça vaut vraiment le coup. Voilà. Donc, si je résume, on aurait le bisglycinate et l'acétyltaurinate, par exemple, pour tout ce qui est plus relaxation, sommeil. On va avoir le L-thréonate qui, lui, est top pour la cognition, la mémoire. Le malate pour l'énergie et les muscles. Et puis le citrate qui va agir sur l'équilibre acido-basique. Ok ? Maintenant, pour rien vous cacher, si moi je devais en choisir qu'un, ce serait un magnésium sublingual. Pourquoi ? Parce que le magnésium doit passer par tout le système digestif pour être assimilé. On a vu que s'il y a trop de phosphate, ou s'il y a une perméabilité intestinale ou une pathologie digestive, ça va être compliqué et compromis. L'avantage des formes sublinguales, que ce soit pour la vitamine C ou là en l'occurrence pour le magnésium, c'est à travers les capillaires sanguins qu'il y a sous la langue qu'on va faire passer la molécule directement dans le sang. Donc au niveau de l'assimilation, c'est super rapide, c'est très disponible, il n'y a pas mieux en fait, et c'est assez pratique aussi. Très souvent, on ressent tout de suite les bienfaits. C'est des formules qui sont plus chères, mais qui pour moi sont top. Je pense particulièrement, je vous parlais hier des laboratoires COPMED, je pense particulièrement à leur magnésium sublingual qui a en plus une synergie de 5 magnésiums, donc hyper intéressant, parce que vous retrouvez l'acétyltaurinate, vous retrouvez le bisglycinate et le malate, et vous avez aussi du glycérophosphate et du citrate. Donc vous avez quelque chose qui est top, qui est bien assimilé, que j'ai testé, je suis d'ailleurs en cure là, de ce magnésium. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Et vous avez toujours une petite promo chez COPMED si jamais ça vous intéresse. Je crois que mon code c'est Elisa Salis chez COPMED. Voilà, dans tous les cas, vous avez les liens en descriptif. Ça me fait penser aussi que par rapport à ces formules et par rapport au prix, etc., ce qui fait parfois que vous avez des magnésiums qui sont moins chers, c'est qu'il y a souvent des magnésiums qui sont tamponnés. Et ça me permet du coup de répondre à la question de c'est quoi un magnésium tamponné ? En fait, concrètement, c'est une astuce qu'ont développé certains laboratoires pour proposer des produits qui sont moins chers, mais aussi qui sont moins qualitatifs. C'est-à-dire qu'on va vous mettre une forme hautement qualitative, comme un bisglycinate par exemple, mais couplée à une autre forme de magnésium, donc par exemple un de première génération, comme l'oxyde de magnésium. Pourquoi ? Parce que sur le paquet, on va vous dire, il y a par exemple 300 mg de magnésium, vous allez vous dire génial. Sauf que dans ces 300 mg, il y a de l'oxyde qui est mal assimilé et qui en plus peut avoir un effet irritant sur le système digestif, voire laxatif. Donc vous vous tapez les effets secondaires un peu pourris des formes de basse qualité et vous n'avez pas les doses suffisantes de magnésium de haute qualité. Donc c'est là justement où je veux en venir sur le côté, parfois il vaut mieux mettre un peu plus, mais vous assurer de ne pas avoir un magnésium tamponné. Et en l'occurrence, certains labos le précisent, donc soit suite à l'écoute de ce podcast, vous pouvez regarder les étiquettes et voir les bonnes formes, et vous saurez reconnaître s'il y a des magnésiums de première génération dans votre complément. Soit c'est parfois écrit sur les paquets, soit c'est écrit 100% chélaté, là vous pouvez être tranquille, ou non tamponné, clairement parfois ils sont très clairs, ou alors ça va être pur, par exemple pur bisglycinate, et là vous savez que c'est bon, ok ? Voilà pour ça et pour tout ce que je voulais vous dire concernant le magnésium. Peut-être ce que je pourrais ajouter, c'est juste les cofacteurs que vous retrouvez parfois dans certains suppléments. On sait qu'il est très intéressant de coupler le magnésium à de la taurine ou à de la vitamine B6 parce qu'ils vont permettre en fait au magnésium de rentrer au niveau cellulaire. Et puis encore une fois, pensez à vos statuts en vitamine D parce que c'est elle qui est essentielle pour l'absorption intestinale du magnésium. Voilà. Mais je pense qu'avec toutes ces informations, vous saurez faire des choix conscients. Pour les élèves de Ginutri, je vous renvoie, je sais que vous êtes nombreux à écouter cet épisode, et ces épisodes en général, donc merci pour ça. Mais je vous renvoie vers vos cours de micronutrition où tout est résumé pour le magnésium et toutes les autres vitamines et minéraux.
Et puis pour les autres, abonnez-vous à ce podcast, à cette chaîne YouTube pour faire le plein d'informations et prendre soin de vous sur tous les plans. Donc à demain pour un prochain épisode et gros bisous.